Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Écoute-moi. Et oui, ce matin, nous allons parler de paroles. Mais non avec Dalida, on aurait du mal d'ailleurs, mais avec Gérald Garuti qui est avec nous. Gérald, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Gérald, vous êtes philosophe, vous êtes homme de théâtre, pour lequel je vous avais déjà reçu. Vous êtes fondateur et directeur du Centre des Arts de la Parole. Et c'est très important parce que je vous suis sur les réseaux, je vous suis justement dans vos prises de parole écrites et orales. Et c'est vraiment votre sujet. Très peu de gens en ce moment se sont attachés, voire attaqués à ce sujet. Et c'est très important, évidemment, dans le monde dans lequel on vit. Alors, ce Centre des Arts et de la Parole, on va faire un mini-historique. Quand est-ce qu'il a été créé et pourquoi ? Ce centre a été créé en 2021, il y a maintenant 5 ans, et il est la conséquence de plusieurs phénomènes. J'ai commencé à en avoir l'idée au moment du Brexit, en 2016, lorsque j'ai vu les campagnes complètement mensongères expliquant que l'Angleterre payait à l'Europe des millions chaque semaine, qui ont notamment entraîné le Brexit, et avec cette séparation, alors que moi je travaille entre la France et l'Angleterre depuis une vingtaine d'années. Je vous avais interviewé pour des pièces de théâtre que vous aviez montées à Londres. Absolument, voilà. Qui était de Tartuffe au Théâtre Royal, on s'était vu il y a quelques années, et le Brexit a été vraiment une grande séparation sur la base de grands mensonges. Et je me suis dit, moi qui essaie de construire des ponts quand d'autres font des murs, je me suis dit, on vit quand même un moment étonnant, à mon sens, à rebours de se créer une sorte de, de convergence. Bon, oui. Et puis, il y a eu le moment Trump avec cette idée des vérités alternatives. Et puis, il y a eu le Covid avec le grand retranchement où chacun s'est retrouvé dans sa bulle, chacun s'est retrouvé enfermé chez soi, privé de contact avec les autres, sinon par ses outils qu'on a développés à ce moment et dont on a maintenant du mal à se passer, qui nous mettent à la fois en contact et à distance. Et puis, il y a maintenant le monde dans lequel on est avec l'intelligence artificielle. Donc, tout cela, pour moi, exprime une sorte de crise de la parole. Une crise de la parole comme ce qui fait du lien, ce qui fait du sens, ce qui permet aussi de déployer l'humain. Et je pense que la parole en moins, c'est de l'humain en moins. Que ça n'est pas simplement une question de comment on parle bien ou mal, mais c'est comment on prend en compte l'autre, comment on est capable véritablement de faire société et comment on est capable de déployer son humanité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce Centre des Arts de la Parole, se parler plutôt que s'entretuer, se parler pour se relier. C'est beau, quelle que soit la langue. Oui, quelle que soit la langue, puisque pour moi... Parce que vous êtes entre l'anglais et le français, en fait. On se développe en ce moment, effectivement, et dans le monde francophone, puisqu'on va, par exemple, dans 2 mois, être à Abidjan pour toute une semaine sur la parole. Oui. On en parlera peut-être en Israël cet automne, aussi pour des événements qui s'appelaient précisément Un temps pour se parler. Voilà, donc on a un déploiement international à la fois en pays francophone, et puis, comme mon dernier livre est paru en anglais, on commence à faire des choses aussi dans le monde anglophone. Là, j'étais à Cambridge pour le présenter. Et l'idée, c'est évidemment d'essaimer, puisque ça traverse littéralement toutes les cultures, tous les peuples. Ben, bien sûr. Alors, depuis quand avez-vous remarqué que la parole, justement, disparaissait peu à peu au profit d'autres moyens de communication? À votre avis, ça fait à peu près combien de temps? Une dizaine d'années? Est-ce que c'est parallèle à la montée des réseaux? Alors la question que vous posez est très importante et très délicate, parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce que la parole? Mais oui. Qu'appelle-t-on la parole? On peut avoir l'impression qu'on est dans un monde de parole au pluriel, puisque ça parle partout. Ça parle littéralement tout le temps. On est abreuvé de discours, on est abreuvé de messages. D'ailleurs, on est tous submergés, on est incapable de faire face à l'avalanche de mails, de messages, de WhatsApp constamment. Donc, on est dans une époque où on communique littéralement sur tout, sur n'importe quoi, surtout. Bon, alors là-dedans, il y a bien sûr des choses très importantes, très intéressantes. Ça permet de se former, ça permet de découvrir des choses. Mais je pense qu'en effet,
on prolifère sous les discours, et en même temps, eh bien, la parole au sens fort du terme, au sens plein, c'est-à-dire une parole qui est pensée, qui est sensée, qui est incarnée, et qui est une parole qui permet de se dépasser. Pour moi, cette parole est en repli, voire en déclin. Donc, je dirais qu'on parle de plus en plus et qu'on se parle de moins en moins. Et que surtout, on écoute de moins en moins. Donc, pour moi, il y a une crise... C'est lié à l'écoute, en fait. Évidemment. Mais il y a une crise de la parole qui, pour moi, est autant, sinon même davantage, une crise de l'écoute, puisque toutes ces paroles qui sont proférées, tous ces messages qui sont envoyés, tous ces discours qu'on nous balance, eh bien, qui les entend ? Qui les écoute, qui les prend en compte. Donc, pour moi, il y a véritablement une crise du lien humain. Alors, vous allez me dire qu'il y a les réseaux sociaux, qu'on est connecté, mais être connecté, ça n'est pas être relié, ça n'est pas la même chose. Moi, il y a des centaines de personnes sur les réseaux sociaux, on est amis sur Facebook, je ne les ai jamais rencontrés. Qu'est-ce que ça signifie, un ami qu'on n'a jamais rencontré, qu'on ne connaît pas ? Et on est dans un monde où on peut zapper très facilement les gens. Ça n'est pas du tout la même chose qu'une relation. Vous et moi, on se parle depuis des années, on se rencontre, je vous écoute, et donc on a un lien, on a développé quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'éphémère. Donc, pour moi, ce qui se joue, ça n'est pas simplement une question de langage, c'est vraiment une question de l'humain. Voilà. Mais c'est vrai que moi, depuis quelque temps, par exemple, on me demande tu connais un tel ou une telle, et je peux dire bah oui, c'est un ami ou une amie, et je précise un vrai ami, une vraie amie, pas un ami Facebook, justement parce que ça fait une différence et que le mot est galvaudé. L'amitié, c'est pas rien. La communication, ce n'est pas rien, et la parole encore moins, comme vous le disiez. En fait, ce que vous prônez, c'est de retrouver une parole d'humanité, si je comprends bien. Exactement, une parole d'humanité et un humanisme de la parole. Voilà. Je pense que l'époque est de moins en moins humaine. Je pense qu'il y a une forme de violence qu'on retrouve et sur les réseaux sociaux, dans les messages, dans les pseudo-débats où personne ne s'écoute. Je pense que cette violence-là, l'humanité a toujours été violente. Le problème, c'est que là, la violence devient industrielle, massive, et même avec la digitalisation proliférante, virale, littéralement. Les choses qui pouvaient autrefois disparaître très rapidement, comme une forme d'écume, aujourd'hui prennent des proportions gigantesques. C'est une tempête, pas dans un verre d'eau, mais sur une planète. Donc, le problème, c'est l'amplification, et c'est le problème que les réseaux sont devenus des machines à haine en bonne part, parce que le clash génère du cash. Il faut bien dire que si l'outil était neutre, on a pu avoir l'illusion que, comme un couteau qu'on peut planter dans un ventre avec lequel on peut trancher du pain, que les réseaux étaient neutres. Les réseaux ne sont pas neutres. Les réseaux ont toute une économie, qui est une économie de l'attention, de la captation. On doit vous retenir sur les réseaux. Et pour vous retenir, eh ben, on va vous mettre des choses qui vous stimulent. Qu'est-ce qui stimule notamment ? Le clash. Gros clash, Caris Bouba. Gros clash, un tel truc. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui, pour moi, relève d'une addiction pathologique, dangereuse, à cette espèce d'arène. Alors, quand il y avait le cirque jadis à Rome, c'était enclos, c'était quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, ce sont quelques millions, centaines de millions de personnes. Donc on est passé à une autre échelle. Alors, est-ce que vous avez l'impression, on est dans une période en ce moment très politique, est-ce que vous avez l'impression que la parole des politiques a changé également dans la façon de s'adresser au public par rapport à il y a quelques années, et que par exemple, il y a des discours peut-être un peu plus directs, un peu plus autoritaires, et qu'il y a moins d'échanges ? On est passé au règne de la punchline. Voilà, c'est ça. C'est surtout ce qui me frappe, et dans tous les sens de punchline. Punchline, littéralement, vous savez, moi, j'entends les mots dans leur origine anglaise. Et vous avez raison. C'est la phrase qui cogne. Hein. C'est littéralement plus que la vanne. C'est carrément ce que moi j'appelle la parole balistique. C'est-à-dire la parole qui est là pour frapper, impacter, percuter l'autre, soit comme cible qu'on veut séduire, soit comme ennemi qu'on veut atteindre. Et donc, cette parole balistique, c'est le règne, même plus des petites phrases, mais j'allais dire des petits missiles. Voilà, on envoie des petits missiles, des petits messages. On l'a vu on l'a vu par exemple ces derniers jours de façon exponentielle, avec des petites phrases ou même des mots sur lesquels on s'accroche littéralement, et qui vont donner des polémiques sans fin, parce que évidemment derrière il y a des intentions qui sont loin d'être neutres. Au contraire, c'est bel et bien le but. Et donc, qu'est-ce qu'on va retenir d'un discours de 3 à 4 heures, 2 heures, 1 heure même ? On va retenir 20 secondes qui sont là pour faire le buzz, c'est-à-dire le buzz, le bouton de la mouche ou de l'abeille, ou la mouche du coche. Et oui, à mon avis, la parole politique a changé, dans la mesure, regardez des discours il y a encore 20, 30 ans, il y avait un autre rapport au temps. Voilà.
Il y avait un autre rapport, j'allais dire, à l'élaboration. Là, il s'agit vraiment aujourd'hui d'une parole, pour moi, profondément dégradée. Et je pense que la parole politique et les politiques sont parmi les grands responsables de cette dégradation de la parole. Ils l'accompagnent, ils l'accentuent, ils en jouissent littéralement, et surtout, ils en bénéficient. Et donc, on est dans un concours, et dès qu'il y a une période électorale, on est en train de le voir là avec les municipales, ce sera pire durant la présidentielle, eh bien, ça part littéralement en vrille. Et je regrette l'époque des grands discours constitutifs. Je pense au discours de Jaurès, je pense au discours de Mitterrand, je pense au discours de Martin Luther King, je pense au discours de Nelson Mandela, je pense au discours de Simone Veil. Mais oui, sur lesquels on s'appuie toujours, en fait. Qui sont des grandes paroles, littéralement. Alors, comme on dit, les 10 paroles, voilà, dans la Torah, eh bien, là, nous avons eu des grandes paroles. Alors, non pas des paroles divines, mais des paroles humaines, mais dans ce que l'humain a de meilleur. Fondé, élaboré, reposant sur des valeurs, sur une pensée, sur une incarnation. Tout ce qui fait défaut aujourd'hui. Oui, exactement. Alors justement, pour retrouver cette parole d'humanité, quels moyens peut-on avoir? Quelle éthique surtout? Vous prononcez le mot-clé. Pour moi, l'un des problèmes contemporains majeurs, c'est qu'il n'y a pas d'éthique de la parole. C'est-à-dire que tout est permis, et qu'on peut voir, comme dit Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Eh bien, si l'autre n'existe pas, tout est permis. Et aujourd'hui, il n'y a pas de prise en compte de l'autre très souvent dans la parole. On balance avec des dégâts absolument dévastateurs. Et en effet, la base de l'éthique, et on le sait dans le judaïsme, c'est la prise en compte de l'autre. C'est ce que dit Lévinas sur le rapport au visage, par exemple. C'est-à-dire que l'autre me convoque, l'autre m'enjoint par justement le visage, par son humanité, par sa fragilité même, de le faire passer littéralement avant moi. C'est après vous, comme dit Lévinas. Bon, on en est extrêmement loin, puisqu'aujourd'hui, c'est tout pour moi. Et c'est tout pour moi, y compris dans la prise de parole, prendre l'espace et pas forcément, loin de là, prendre en compte l'autre. Donc, pour moi, il n'y a pas aujourd'hui de rétablissement de la parole, de revalorisation de la parole, et j'allais dire même de réparation de la parole. Je dirais, alors je ne suis pas hébraïsant malheureusement, mais peut-être tikkun daber, vous pourrez le dire mieux que moi. En tout cas, la réparation du monde. Pour moi, aujourd'hui, la réparation du monde passe par la réparation de la parole. Il faut réparer la parole pour réparer l'humain, qui est aujourd'hui soumis à un ensemble de manifestations extrêmement dangereuses, extrêmement, je dirais, dégradantes. Ça va en effet du grand repli avec le fait que les gens sont dans leur bulle, sont dans leur petit monde sur les réseaux sociaux, avec des algorithmes qui vous donnent du même. On est constamment nourri par la même chose que soi, ou au contraire des choses qui vous excitent, que vous allez détester. Donc une polarisation avec pouce en haut, j'aime, je n'aime pas. Et donc, évidemment, ça produit des clivages gigantesques et pour partie artificiels. Avec, en plus, ce qui est en train de venir, c'est une IA qui est censée penser à notre place. Et moi, je pense aujourd'hui, d'ailleurs, à cet égard, que, comme dans Le Bon, la Brute et le Truand, on dit que le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent. Et bien moi, je pense que le monde va se diviser en deux catégories, ceux qui utilisent l'IA et ceux qui sont utilisés par l'IA. C'est-à-dire... Oui, c'est exactement ça. Ceux qui auront la capacité, parce qu'ils en ont l'expérience, la pratique, l'exercice. Michel Foucault parle de l'exercice de la pensée, de la manière dont on doit constamment s'exercer pour rester alerte, rester vivant. L'exercice aussi spirituel. Eh bien, il y aura ceux qui s'exercent parce qu'ils ont eu un apprentissage, parce qu'ils ont travaillé, étudié, parce qu'ils exercent leur esprit critique de différentes manières, par la lecture, par le dialogue, par la confrontation avec l'altérité, avec l'autre en général, d'autres pensées présentes, incarnées ou par les textes. Et puis, il y a ceux qui vont être traversés par les discours des autres, qui vont être pensés par les autres, quels autres d'ailleurs, puisque on ne sait même pas comment fonctionne l'IA. C'est très bien. Ça. En termes d'apport, ça va apporter des choses merveilleuses. C'est inquiétant pour vous, cette IA. C'est à double tranchant, c'est-à-dire c'est à la fois, je pense, quelque chose qui est merveilleux au sens premier du terme, ça veut dire magique, on ne comprend pas d'ailleurs, qui permet d'effectuer des tâches beaucoup plus vite, qui peut apporter des solutions en médecine, enfin dans des plans fondamentaux. Mais c'est aussi pour moi, et d'ailleurs c'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire, que les éditions Grasset m'ont demandé de faire. Ah bah formidable, je vous recevrai. Avec plaisir, je vous en donne la primeur, c'est comment rester humain dans un monde de moins en moins humain. C'est bien pour moi le sujet, et en l'occurrence, le problème de l'IA, c'est quelle part nous est laissée, quelle part laissée à l'esprit critique, quelle part laissée à la liberté, à l'initiative, à ce que Kant appelle finalement la majorité. C'est quoi la majorité? C'est penser par soi-même. C'est le message des Lumières. Ose penser par toi-même. Ose te servir de ton entendement. C'est ça, c'est sortir de la notion de tutelle, d'être dans la dépendance, que ce soit une dépendance fanatique, une dépendance technique de ce que pensent les autres. Or, l'enjeu, c'est que là, l'IA, eh bien,
le risque, c'est une grande dépossession, c'est-à-dire on appuie sur un bouton et on a écrit un roman de 300 pages, voilà. Et cette illusion qu'en plus on est tout puissant, alors qu'en fait on est finalement dépossédé de soi-même, c'est-à-dire de sa capacité de penser, de créer, d'initiative. Donc pour moi, il y a une vigilance à avoir qui en fait relève la même vigilance que la parole et que le rapport à l'autre. C'est comment on arrive à rester humain au sens plein du terme. Est-ce que quand vous avez commencé à réfléchir à l'art de la parole, vous aviez imaginé l'importance que l'IA prendrait ? Non. Absolument pas. On ne pouvait pas le prévoir. C'était littéralement incalculable. Oui. Incalculable au sens premier du terme. Mais là, je pense que les choses se radicalisent. Et toutes les étapes que nous voyons, que ce soit d'ailleurs des étapes technologiques, des étapes diplomatiques, on le voit actuellement avec la guerre, toutes ces étapes-là nous montrent qu'il y a une vigilance, une exigence à avoir et que la parole sera éthique ou elle sera dévastatrice. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de l'actualité du Centre des Arts et de la Parole, dont vous êtes le fondateur et le directeur, Gérald Garutti. Quelle est l'actualité du Centre ? Mais peut-être qu'on revient un peu. Vous avez évoqué tout à l'heure pour nous l'événement que vous aviez fait à Tel Aviv en octobre, je crois, en octobre dernier. Absolument. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un peu. Oui, c'était à l'invitation de l'Institut français. Donc, Ilana Sicurel-Revkoleski m'avait proposé d'intervenir puisqu'elle avait suivi le lancement du Centre des Arts de la Parole et un certain nombre d'activités que nous avions faites, notamment des États généraux de la parole que nous avons créés en octobre 2023 à Paris, à la Gaîté Lyrique. Et donc, nous avons accueilli 900 participants, 90 intervenants pour 35 sessions avec comme enjeu quel est l'état de la parole aujourd'hui, et notamment dans 3 mondes: l'école, la jeunesse, la sphère publique, politique et médias, et le monde du travail et l'entreprise. Comment on se parle ? Quel est l'état de la parole ? Et puis on a exploré toute une constellation de questions. Quel est le temps nécessaire à la parole ? Parole et violence ? Comment construire des récits ? Voilà, ça a été un moment très fort de rencontre, de réflexion, et à partir de là, on a reçu des propositions, dont celle de l'Institut français à Tel Aviv, et nous avons conçu avec eux et pour eux une forme concentrée de ces états généraux que nous avons appelé un temps pour se parler. Et évidemment, dans tous les sens du terme, vous savez, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour faire la paix, un temps pour faire la guerre, d'actualité. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et donc, nous avons inventé cette idée, un temps pour se parler. Et en effet, nous avons réuni sur 2 jours, à la fois des personnes françaises, israéliennes, des artistes, des intellectuels, un ancien ministre du Travail, des Arabes israéliens, donc pour se parler, pour arriver, sans prétendre résoudre quoi que ce soit, sans prétendre donner les moindres leçons, ça n'aurait aucun sens, mais à quelles conditions peut-on se parler ? Comment arriver ? Et c'est la position du CAP, du Centre des Arts de la Parole. Il ne s'agit pas de résoudre des conflits, nous ne sommes pas des diplomates, mais il s'agit de penser ensemble comment on peut arriver à se parler, quelles sont les conditions pour qu'on se parle. Et à partir de là, on a eu un moment qui était très fort. Évidemment, c'était très délicat, mais on a réussi vraiment. D'abord, c'était absolument plein. Les gens avaient une envie, une attente de ce type de moment. Ils nous ont remercié en disant, mais vous savez, pour nous, depuis le 7 octobre en particulier, là, il y a un traumatisme sur la question de la parole, du silence. Comment on répare ? Alors, réparer, même le mot est complètement, je dirais... il peut être illusoire, en tout cas idéaliste, mais en tout cas comment on peut donner la possibilité de retrouver la parole, de respecter à la fois les silences, mais quand même de faire ressortir cette parole-là. Et donc voilà, il y a eu une soirée de débat, de dialogue qui était excellente. Et les gens voulaient discuter. Les gens voulaient absolument discuter. Il y a d'abord, vraiment, on sentait dans les questions, les interventions, une ferveur. Il y avait des gens même qui étaient assis sur les marches. Enfin, vraiment, on sentait qu'il y avait ce besoin de se rencontrer et de parler. Et on nous a dit d'ailleurs merci parce que vous ne vous rendez pas compte comment nous avons besoin de ce type d'intervention. Et le lendemain, nous avons fait des ateliers, 3 ateliers. J'avais amené Delphine Orviller et Cynthia Fleury. On est amis depuis très longtemps avec Cynthia. Et donc, nous avons fait 3 ateliers. J'ai fait un atelier sur l'écoute. Cynthia Fleury a fait un atelier sur la question du soin, parole et soin. Et Delphine Orviller sur la question de l'interprétation du texte. Voilà. Donc, ça, c'était en Israël, à Tel Aviv. Je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses ensemble puisque c'était passionnant. Et donc là, nous avons en termes d'actualité, dans 2 mois, nous allons à Abidjan pour une semaine, à l'invitation là aussi de l'Institut français, pour
une semaine de rencontres avec des conteurs, avec des artistes, avec des institutionnels, à l'université, sur justement la parole. Voilà, qu'est-ce que la parole et comment on peut, je dirais, tirer les meilleures pratiques, les meilleurs apports. L'autre idée, c'est vraiment comment on arrive à dépasser la violence, comment on arrive à dépasser le non-sens, comment on arrive dans les différentes cultures, et elles sont fortes, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit en Afrique de l'Ouest en particulier, comment nous arrivons à, ensemble, retrouver cette parole, notamment collective. Oui, c'est vraiment important et ce sera un grand moment donc du Centre des Arts de la Parole. Est-ce que aujourd'hui, justement, et ce sera ma dernière question, le fait qu'on a vraiment l'impression que les gens ne s'écoutent plus sur les réseaux, ils communiquent sans communiquer, est-ce que ça peut être générateur de violence ? Bien sûr. Ça peut être générateur de violence, ça peut être catalyseur de violence, et il suffit de voir comme les choses s'emballent extrêmement vite à partir d'un mot, d'un commentaire, d'un icône, d'un émoticône de quelqu'un qui vomit. Enfin, tout ça devient extrêmement explosif, extrêmement irruptif. Il suffit de voir aussi le niveau d'agressivité, le seuil de tolérance a considérablement baissé. On le voit dans les incivilités, on le voit. Je ne veux pas décrire un monde à feu et à sang. J'ai confiance en l'humain. Je suis extrêmement camusien. À la fois. C'est bien que vous le précisiez. Très engagé et très désespéré, ou plutôt très désespéré et donc très engagé. Je pense qu'il y a quelque chose à sauver de l'être humain. Je pense que les réseaux, malheureusement, notamment vu qu'ils les contrôlent et le sens de leur emploi, je pense que malheureusement, ce sont davantage des catalyseurs de haine que des outils de déploiement. En même temps, ça permet aussi évidemment aux gens d'être en contact. Je ne suis pas du tout manichéen. Je pense que nous avons un effort à faire, tous, toutes, nous avons un effort à faire pour nous civiliser ou nous reciviliser, ou ne pas en tout cas laisser aller libre cours à toutes nos passions, toutes nos pulsions. Je pense que c'est ce qui a conduit dans l'histoire aux pires catastrophes. On l'a vu, que ce soit à toutes les échelles, à des lynchages, à des génocides, à des exterminations. Lorsque la parole devient finalement une parole qui se lâche, une parole de fureur, dans tous les sens du terme, eh bien cette parole est ravageuse. Donc je pense que nous avons tous d'abord nous-mêmes, et ensuite entre nous, à non seulement réparer, mais canaliser cette parole. Merci beaucoup Gérald Garuti. Je rappelle que vous êtes philosophe, homme de théâtre, fondateur et directeur du Centre des Arts et de la Parole. Bienvenue quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir, merci. Merci beaucoup Lise. Uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Jeudi 12 mars à Bobino, Le sel et le miel, la comédie musicale qui bouleverse et rassemble, déjà applaudie par plus de 230 000 spectateurs. Une grande histoire d'amour pour retracer la traversée du peuple juif de l'étoile jaune à l'étoile bleue. Une soirée Eléa en partenariat avec l'hôpital Hadassah au bénéfice des enfants malades et aveugles en Israël. Le sel et le miel, jeudi 12 mars avec Eléa à Bobino. Réservation elea-france.org, elea-france.org. Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banque du sang. Sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous.